Le Front commun qui poursuit sa séquence de grève alors que les leaders syndicaux ont fait une sortie pour dénoncer le manque d'avancées aux tables de négo. Les syndicats qui doivent se réunir le 19 décembre prochain et on garde toujours le cap sur le souhait de présenter une entente de principe à ce moment-là. Régent Leclerc est président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour. Alors, écoutons, ça avance-tu aux tables? Est-ce que ça se parle en fin de semaine? Est-ce qu'on a négocié jour et nuit? Ben non, force est de constater qu'il n'y a pas eu de négociation en fin de semaine. Il faut Zéro? comprendre que il n'y a pas eu aucune rencontre avec Ben l'employeur de voyons ce donc. que j'en sais. Oui, ben écoutez, moi, comme je l'ai déjà dit hier, je crois que le sentiment d'urgence n'est pas partagé, sous réserve qu'il y a eu des discussions, sous réserve qu'effectivement, vous comprendrez que des fois, il faut dépenser beaucoup de salive pour avancer d'un iota lorsqu'on fait face à un gouvernement qui est aussi dogmatique. Tu sais, on peut bien faire casser du sucre sur le dos des syndicats, puis ils sont ci, puis ils sont ça, puis ils sont méchants, ils sont rigides. Ça reste qu'on a un mandat de négocier qui vient de nos membres. On n'invente pas les demandes syndicales un bon matin en disant, bon, ben, j'ai le goût de négocier telle affaire. Il y a eu une consultation, on parle de dizaines de milliers de membres pour ce qui a trait à la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la CSN. Et on collige ça, on les fait adopter en Assemblée générale démocratiquement, et à partir de là, on dépose les demandes. Donc, nous, on s'est inscrit dans une démarche qui se veut quasiment un blitz, sinon un blitz. Et là, on va dire, comme on dit en bon français, il y a des lags. À partir du moment où on décide du côté du gouvernement de concentrer la négociation autour d'une ou deux personnes, c'est un peu comme le projet de loi 15, il va y avoir des délais. Vous comprendrez qu'on parle ici d'un front commun de quelques 420 000 personnes. 600 000 personnes sont en négociation. C'est supporté par quelques individus, peut-être même y compris le premier ministre, mais encore là, il faut être capable de se donner les moyens puis de dire que si cette forme-là de négociation est pour faire avancer plus rapidement les choses, force est de constater que non. On Mais M. parle beaucoup Leclerc, de... j'en reviens pas de ce que vous me dites sincèrement, parce qu'alors qu'on est en pleine séquence, là, c'est historique là, ce qui se passe actuellement, là, la séquence de grève du Front commun. Puis là, vous me dites qu'on a perdu 2 jours. Puis on n'a pas négocié. Est-ce que... Expliquez-nous Ben, un peu le contexte. Là. Vous dites au gouvernement, nous, on est prêt à venir s'asseoir à la table de négociation un samedi, un dimanche, il n'y a pas de problème. Et c'est la présidente du Conseil du Trésor qui dit non? Comment ça se passe? Ben, dans le fond, les tables, pour certaines tables, en tout cas la table de la Fédération de la santé et la table centrale, travaillent avec un conciliateur, une conciliatrice. C'est la personne qui peut convoquer. Mais si une partie n'est pas prête à faire de retour à l'autre partie, ça peut expliquer certains délais. Mais encore faut-il que la dernière année soit prise en compte en termes de perte de temps. Prenez par exemple, si on avait mis toute l'énergie, là, mettons qu'on se retrouve aujourd'hui, là, un mois d'août, un mois de septembre, puis là, on se dit on veut régler pour les fêtes. Vous comprendrez que ce 2 jours-là n'aurait pas la même incidence que présentement. Nous avons préparé nos syndicats, on les rencontre le 19 décembre pour être crédibles dans notre vœu de régler avant les fêtes, pour les rencontrer et leur soumettre éventuellement une entente de principe. C'est sûr qu'on travaille fort pour obtenir cette entente de principe, mais vous comprendrez, tu sais, le choix du gouvernement de centraliser la négociation, c'est pas le nôtre. On peut parler d'une centaine de conventions collectives, mais on parle de 300 000 travailleuses et travailleurs, 420 000 travailleuses et travailleurs. C'est une convention par 4 000 personnes. C'est pas exagéré, là. Il y a des conventions pour 10 personnes dans la vie. On parle de plus de 60 tables, 80 tables. Ben, c'est une table par 4-5 000 personnes. C'est que le format titanesque, donc centralisé, c'est ce qui provoque, c'est la centralisation qui provoque la grosseur de la négociation. La Parce que si bouchée on est était trop grosse. décentralisé, ça irait beaucoup plus vite. La bouchée est trop grosse, là, M. Leclerc. Ben, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Moi, je vous fais le pari que si le réseau était décentralisé, il y aurait déjà des règlements dans le champ qui pourraient inspirer d'autres organisations. C'est l'effet de centraliser qui fait qu'une personne décide de tout, ne pouvant pas être partout à la fois, créer des délais parce qu'on veut tellement contrôler que ça bloque, ça entraîne des délais dans la négociation, puis ça provoque dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la contre-offre du Front commun? On a lu, on a entendu toutes sortes de choses. Est-ce que un 24 % sur 5 ans, là, est-ce qu'on est dans des eaux possibles pour vous? Moi, je veux faire la différence entre
lancer des pourcentages sur la place publique de ce qu'on revendique réellement, ce que les membres revendiquent, c'est de ne pas s'appauvrir et débuter l'enrichissement compte tenu de toute l'information disponible pour tout le monde en termes de statistiques et d'écart avec le réseau privé. J'ai vu votre invité précédent qui a soumis des chiffres. Ces chiffres-là, pour nous, c'est très important qu'elles soient discutées à la table, si tant est que c'est une négociation qui va atterrir parce que justement les partis se mettent dans une espèce de cloche de verre. Parce que ce qui arrive, c'est, puis votre invité est tout à fait de bonne foi, propose des chiffres, un autre chroniqueur propose des chiffres, le gouvernement propose des chiffres, alors que nous, on est sur le principe, et c'est facile à comprendre, on ne veut pas s'appauvrir, c'est légitime. Non, je comprends. On est clairement en train de négocier sur la place publique. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre les partis sous cloche de verre, donner le temps, puis arriver à la fin en disant, voici, nous sommes à la limite de nos capacités et de présenter le tout. C'est ce qu'on veut, c'est de présenter une entente à nos membres. Remettons en contexte les gens qui écoutent l'épisode. Donc, c'est notre chroniqueur Michel Girard Oui. au journal, chroniqueur économique, qui lui se proposait comme médiateur salarial avec une offre finale basée sur la croissance du PIB nominal qui disait 19,2 % sur 5 ans. Vous n'allez pas vous appauvrir avec 19,2 sur 5 ans, c'est basé sur le PIB nominal. Je le comprends, mais vous comprendrez aussi que le gouvernement pourrait prendre ce 19,2 et dire nous en faisons une rémunération globale. Donc, quelqu'un qui est aux cuisines, quelqu'un qui est en entretien ménager, une secrétaire de direction, une agente administrative pourrait ne pas voir jamais la couleur de ce 19,2 parce que la façon que le gouvernement se comporte, c'est qu'il veut des offres différenciées. Donc, c'est ça le danger de faire une négociation sur la place publique, c'est que le gouvernement allègue des choses, il exprime des vœux, il exprime ses incontournables, tout comme nous, mais à partir du moment qu'on ne peut pas se rapprocher parce qu'il en fait une vision absolutiste, le problème, c'est que justement, quand on lance des chiffres, dans le format que le gouvernement se place, c'est dangereux, c'est pour ça qu'on hésite. Il faut s'assurer que tout le personnel, sans exception, ne s'appauvrisse pas davantage et débute un enrichissement. À partir de ce moment-là, là, on pourra faire des offres différenciées, ce à quoi nous sommes d'accord. C'est vrai que c'est pas évident de travailler de nuit puis la fin de semaine. On est d'accord de bonifier les salaires, mais il faut... Voulez-vous 50 de plus comme la FIC? Hein, voulez-vous Pardon? 50 de plus comme la FIC pour les travailleurs de fin de semaine, de soir? Mais écoute, nous, là, ce qu'on veut, c'est négocier. Les positions de départ servent justement à négocier. Tout le monde sait ça, là. Vous arrivez, vous négociez l'achat d'une maison. Si vous le prenez directement sans négocier, c'est parce que vous avez le prix qui vous aimez ce prix-là. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, une négociation sert justement à argumenter. Mais quand on se retrouve devant un gouvernement qui est tellement dogmatique, qui dit, moi, je veux prendre le contrôle du réseau, et en prenant le contrôle, en centralisant la négociation, ça crée le délai dans lequel on se retrouve aujourd'hui. C'est pathétique. Vous parlez de prendre le contrôle. Revenons sur ce qui s'est passé en fin de semaine à l'Assemblée nationale, le bâillon pour passer la loi 15 pour la réforme du réseau de la santé. Est-ce que vous voyez d'un bon œil ce qui se passe ou au contraire, vous dites attention, le gouvernement, avec la réforme du B, va vouloir davantage de contrôle? Ben, j'apporterai votre attention sur les dernières années où il y avait de plus en plus de centralisation et on s'est retrouvé dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a une centralisation. Là, on atteint le climax, l'apogée de toutes les centralisations qui peuvent exister au Québec. Moi, j'en reviens pas de dire aux gens que ça va améliorer le réseau alors que depuis les 25 dernières années, on se retrouve complètement à l'inverse, c'est-à-dire le réseau de mal en pied. Moi, j'y crois pas. Dans la mesure où les individus qui vont devoir se faire soigner en région, si les ressources sont toutes centralisées, un, en santé, en hospitalocentrisme, et deux, dans les régions où il y a le plus de demandes, les régions plus éloignées vont en payer le prix, c'est évident, parce que le manque de services. Puis l'autre élément, c'est qu'on veut forcer les gens. L'idée du top-down, c'est un peu de faire du réseau de la santé comme une armée. C'est l'armée, là. Le général décide, puis les soldats suivent. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas en guerre avec personne. On soigne, puis on traite, puis on prend soin de la santé mentale des patients. Il faut prendre le temps de s'occuper de notre monde. Et si on a un chronomètre, puis on veut agir comme si on était dans une usine, comme les Top Gun de n'importe quelle compagnie veut faire avec le réseau, ben, excusez l'expression, on va se péter la gueule. Une autre fois, puis la population va décrocher. Ils feront plus confiance aux politiciens. C'est ce qui va se produire parce que le vrai enjeu du projet de loi 15, c'est que si le réseau public ne fonctionne pas,
Le gouvernement, de façon légitime, parce que la loi lui permet, va aller en appel d'offres, va privatiser le réseau et les moins nantis vont rester pour compte. Puis sachez qu'il peut arriver n'importe quoi dans une vie. Quelqu'un qui a un revenu intéressant aujourd'hui peut se retrouver à la rue demain matin, soit à cause de la crise du logement, soit parce qu'il n'y a plus de travail. Puis lorsqu'il va tomber malade, ben, il pourra pas se soigner parce que ça va lui coûter de l'argent sonnant, parce que c'est pas vrai que la RAMQ, la régie, la carte d'assurance maladie va tout payer. Puisqu'on est une entreprise privée, on crée la dépendance, puis l'entreprise privée a pignon sur rue, le réseau public s'effondre et nous sommes les seuls à offrir les services en tant qu'entreprise privée. La dépendance va être totale et là, les prix vont exploser, comme on a vu dans les agences privées. On l'a vu, les agences privées en main-d'œuvre indépendante, comment ils peuvent être assez gourmandes, ces agences-là. Mais on va le vivre avec le réseau au complet. Régent Leclerc, vous êtes président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Merci beaucoup pour votre point de vue. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Se joint maintenant à la discussion Josée Fréchette. Elle est première vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonjour, Madame Fréchette. Dites-moi, Madame Fréchette, est-ce que vous partagez l'inquiétude de votre confrère, Régent Leclerc, des impacts de la réforme de Christian Dubé avec la loi 15 qui est passée sous bâillon? Oh, Madame Fréchette, malheureusement, je ne vous entends pas. Alors, on fera peut-être des petits ajustements au niveau du son. Je comprends que vous m'entendez, je le vois bien, mais moi, je ne vous entends pas présentement. Et c'est un peu cet enjeu-là, parce que Christian Dubé a fait une vidéo, d'ailleurs, diffusée. C'est nos collègues d'LCN qui ont eu la primeur en fin de semaine. Ministre de la Santé qui s'est adressé directement aux Québécois pour expliquer pourquoi il tenait absolument à aller de l'avant avec le projet de loi 15, parce qu'il y avait un enjeu. Des oppositions qui disaient on n'a pas eu assez de temps pour se pencher article par article malgré les 238 heures de commission. Mais Christian Dubé disait là, il faut le faire maintenant, il faut passer à autre chose. Puis après ça, pour engendrer la suite des choses, je pense que la communication est rétablie avec Josée Fréchette, première vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonjour, Mme Fréchette. Oui, bonjour. Alors, dites-moi, est-ce que vous partagez les inquiétudes de votre collègue Régent Leclerc de la CSN par rapport à la réforme Dubé qui est passée sous bâillon à l'Assemblée nationale? Bien, effectivement, premièrement, ça a été très précipité comme adoption de projet de loi. Il restait beaucoup d'articles à étudier, il y a eu beaucoup de modifications d'amendements et on n'a pas pris le temps de tout regarder. Et si on regarde quand la dernière réforme en 2016, où on a eu des fusions puis on a eu des méga établissements, bien effectivement, ça a causé beaucoup de problèmes. On l'a vu beaucoup aussi pendant la pandémie, où les gens, il n'y avait pas de proximité au niveau des travailleurs et ça a fait que dans les CHSLD notamment, on a eu des décès puis il y a eu des problématiques. Les gens arrivaient, ne savaient pas où étaient les choses, ne pouvaient pas travailler convenablement et on a eu quand même beaucoup de problématiques. Alors, quand on n'a pas une gestion de proximité, ben ça amène ce qu'on a vu. Alors, en étant un méga gros employeur, puis vous savez, en 2017, quand on parlait des fusions d'établissements, ma blague était, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner le Québec au complet? Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Alors, c'est quand même plusieurs inquiétudes, effectivement. Le fait de mobilité de main-d'œuvre, parce qu'il y aura un employeur unique, mais l'aspect de la mobilité de main-d'œuvre, le fait, par exemple, de reconnaître l'ancienneté syndicale, si, je sais pas moi, une infirmière qui travaille à Montréal décide d'aller refaire sa vie dans les Laurentides. Êtes-vous contre ça? Ben non, on ne peut pas empêcher les gens de se déplacer pour être à proximité de leur domicile. Par contre, la problématique qui va arriver, c'est qu'on va vider certains endroits, puis on est quand même en pénurie de main-d'œuvre dans l'ensemble du Québec. Alors, on a des gens qui se sont exilés, par exemple, sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue, qui vont peut-être vouloir revenir, et on a déjà des gros problèmes de main-d'œuvre dans ces régions-là. Alors, il faudrait que les gens se déplacent. On n'a pas de problème, mais il va falloir être attractif dans le réseau. C'est plus ça la problématique. On a des pénuries de main-d'œuvre partout. Le réseau de santé des services sociaux est de moins en moins attractif. On parlait de salaire et je remercie votre confrère tantôt de nous donner une bonne augmentation, mais il faut la négocier à la table. Le 19,2 sur 5 ans de Michel Girard. Ça, accepteriez-vous ça? Oui.
Ben, il faut le négocier, il faut voir. Et ça fait 30 ans que les employés du réseau font les frais du gouvernement. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le réseau. J'ai vu des 0% d'augmentation avec des décrets, des journées sans solde obligatoire pour renflouer des coffres. J'ai vu des fermetures d'hôpitaux. J'ai tout vu ça dans ma carrière. Et ça fait des années que les gens font les frais. À un moment donné, ça prend quand même un petit peu plus. Il faudrait arrêter de faire les frais du gouvernement. Vous dites qu'il faut négocier, là, mais dans l'espoir de présenter une entente de principe à vos membres le 19 décembre prochain pour le Front commun, il faut se parler. Est-ce que au cours des prochains jours, là, c'est une semaine cruciale, là, avez-vous des rencontres de négociation à chaque jour avec le gouvernement puis le Conseil du Trésor? Non, pas encore. En fait, moi, je négocie à la table sectorielle. Alors, notre prochaine rencontre est mercredi. On a des travaux à faire. Vous savez, on a nommé un conciliateur à notre table. On a des travaux à faire avec le conciliateur. La partie patronale a des travaux à faire aussi pour qu'on puisse se rejoindre à quelque part. Parce que pour l'instant, on a de la difficulté à se rejoindre. La on n'a pas les mêmes vous dites, moi, j'ai l'impression qu'il y a le grand canyon entre le gouvernement et les syndicats en ce moment. Nous, on regarde ça de l'extérieur, Mme Fréchette, là, puis là, on voit le calendrier, puis là, on voit une journée de perdu, une journée de perdu, une journée de perdu. Puis là, on voit votre échéance du 19 décembre. Parce que si vous n'avez pas d'entente de principe le 19 décembre, on sait c'est quoi votre prochaine étape? C'est la grève générale illimitée. Effectivement, mais on n'est pas si loin que ça. C'est ça la problématique, c'est qu'on a les mêmes préoccupations. On veut donner de bonnes conditions pour attirer des gens dans le réseau et les retenir. L'employeur veut les attirer, les retenir, mais on n'a pas les mêmes moyens pour le faire. Mais on a déposé peu de demandes. On a déjà priorisé, dès notre dépôt, on avait priorisé nos demandes pour pouvoir avoir une négociation plus rapide et être attractif. La problématique qu'on a en ce moment, c'est que nous, à la PTS, on couvre 108 types d'emplois et plusieurs missions. Nous, on veut avoir des conditions pour l'ensemble de nos membres. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est nous faire choisir avec des demandes différenciées. Nous, on n'est pas prêts à faire ces choix-là. Ça revient à la batte bleue pour tout le monde. Oui, on ne veut pas arriver à dire qu'il y a un service qui est plus important que l'autre. Regardez la déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. On n'en parle jamais. Puis, il y a des problématiques dans ces secteurs-là. Et jamais qu'on en parle, les gens ne me demandent pas, alors le gouvernement s'en occupe pas. Parce qu'on gère par les sondages, on gère par qui crie plus fort. Et on peut pas, nous, arriver et dire, vous n'êtes pas important. Tout le monde est important dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est les services qu'on donne, ce sont les services. Mais vous vous entendez même pas sur la notion de la flexibilité, parce que ça, c'est un mot là, qui est au cœur là, de cette négociation-là. Vous dites, on n'est pas si loin d'une entente. Mais sur quel point vous n'êtes pas si loin d'une entente? Est-ce que salarial, on est sur le bord, effectivement, d'un règlement, mais c'est au niveau de la flexibilité que ça accroche? Donnez-nous l'heure juste, là. En fait, non. Salarial, vous savez, 12,7 qui est offert du gouvernement, 12,6, excusez. Nous, on demande beaucoup plus. Beaucoup plus comment? Ce qui achoppe beaucoup, c'est énormément les offres différenciées. Nous, on ne veut pas embarquer là-dedans. On pense que tout le monde en a besoin. Ça, vous êtes inflexible là-dessus, là? Pardon? Ça, vous êtes inflexible là-dessus, là. Vous ne changerez pas d'idée là-dessus. C'est assez compliqué là, d'arriver et de dire quand on a autant de types d'emploi, autant de services, c'est quand même assez compliqué. La flexibilité, la problématique qui se pose, c'est que pensez-y 2 minutes, là, on vous prend, on vous amène dans un autre endroit où vous connaissez personne, vous ne connaissez pas les services, vous ne connaissez pas la clientèle, puis on vous dit, il faut travailler. Ça devient compliqué. Les gens développent aussi une équipe. Ils travaillent ensemble, ils sont en équipe. Ce sont les services à la population. Si on commence à déplacer et à être flexible comme ça, quel genre de service qu'on va donner à la population? Josée Fréchette, vous êtes première vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Merci beaucoup. Bonne journée.